Alors, bonjour Marie. Euh, je suis ravie de t'accueillir sur ce blog dédié au bien-être des mamans. Donc voilà, en fait, je vais te présenter brièvement et si tu le souhaites, tu pourras compléter cette présentation. Donc en fait, pour un peu concernant ton parcours professionnel, durant 20 ans, tu as été conseillère en économie sociale et familiale auprès d'un public en précarité psychique et tu t'es un peu spécialisée dans l'accompagnement des familles, donc relations de couple, relations parents-enfants. Et tu es, alors aussi, tu as plusieurs cordes à ton arc, tu es l'auteur de nombreux ouvrages sur la violence. Et tu as aussi une activité libérale en tant que consultante et notamment proposes des consultations où tu aides tes clients à savoir mieux accueillir leurs émotions. Et tu t'es aussi formée aux méthodes de communication non violente. Et voilà. Et pour compléter ce tableau, je dirais que je crois que tu es maman aussi. Je suis maman et arrière-grand-maman. J'ai 3 petits-enfants. Oh, je ne savais pas, c'est super. Félicitations. Et voilà, donc je te laisse si tu as envie de rajouter quelque chose avant que l'on commence à poser les questions, qu'on rentre dans le vif Oui. du sujet. Eh bien, j'ai envie de rajouter quelque chose d'essentiel, c'est que ma principale formation, ça a été l'école de la vie. Et que tout ce que je transmets aujourd'hui en tant qu'accompagnatrice en santé émotionnelle et consultante intuitive, puisque je dirais que si j'ai un domaine d'expertise, c'est l'intuition aussi. Et tout ça, je l'ai vraiment appris à travers ma propre vie, à travers ma propre expérience de mère, de compagne, de grand-mère, enfin, etc., etc. D'accord. Et ben, ça me paraît essentiel. Pour moi, ça vaut un peu tous les certificats ou diplômes et c'est très important. Alors justement, moi j'ai envie d'aborder avec toi le sujet des émotions parce que j'aime beaucoup ton approche, ton approche. Et j'estime que la compréhension des émotions est essentielle en tant que maman. Pourquoi? Parce qu'en tant que femme, déjà, on a peut-être occulté nos propres émotions et après, on devient maman et nos enfants, sans le vouloir, nous challenge de par leur comportement. Et donc, on doit faire face à leurs émotions débordantes, à nos propres émotions face à eux. Et du coup, voilà, j'aimerais aborder ce sujet. Donc déjà, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, comment toi, tu définis une émotion? Alors, une émotion, c'est une énergie de vie. C'est une énergie de vie qui se manifeste, qui nous traverse, en tous les cas qui tente de nous traverser, parce que souvent on va y résister, parce qu'on nous apprend très tôt dans notre vie qu'une émotion, c'est mal, c'est enquiquinant, ça vient nous empoisonner la vie. Mais en fait, on ne nous apprend pas ce que c'est véritablement une émotion et on passe notre vie durant à se battre contre nos émotions. Et c'est ce qui nous fait souffrir. Parce qu'en fait, si on nous apprenait dès notre plus tendre enfance à accueillir les émotions et à entendre le message qu'elles ont à nous délivrer, eh bien, ces émotions nous permettraient de libérer nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça. Une émotion, c'est une énergie de vie qui vient nous parler d'un besoin à satisfaire et d'une ressource à activer pour satisfaire ce besoin. Et on a 4 grandes émotions de base, la colère, la peur, la tristesse et la joie. On dit que ce sont les 4 grandes émotions de base parce qu'elles sont communes à toutes les cultures du monde. C'est ça. D'accord. Voilà. Et donc, derrière chacune de ces émotions, eh bien, il y a un besoin à satisfaire. En fait, une émotion, c'est comme un messager qui vient tirer une sonnette d'alarme pour nous prévenir qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur. Ouais. Et donc, un besoin à satisfaire. Derrière la colère, il y a un besoin d'affirmation de soi. La colère apparaît toujours face à un abus de territoire, un abus physique, psychologique, émotionnel, symbolique. Mais c'est pour dire que voilà, notre territoire physique ou psychique ou émotionnel a été transgressé et il y a donc un besoin de réajuster et d'affirmer, de nous affirmer sur notre territoire pour nous faire respecter. Derrière la tristesse apparaît toujours face à une perte. Ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un objet, la perte d'un rêve, d'une illusion. En tous les cas, cette émotion nous parle d'un besoin de, comment dire,
d'accueil et de reconnaissance. Et d'amour. Quand on est triste, on a besoin quelque part de se cocooner. L'idée, la tristesse, c'est comme un processus de deuil, en fait, hein, qui nous permet de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Et c'est donc une émotion qui nous permet de nous séparer. C'est important d'apprendre à gérer nos frustrations parce que c'est comment dire, en général, quand on se sent frustré, on peut se sentir triste, on peut se sentir aussi en colère. Mais la colère, parce que la tristesse est une émotion complexe qui intègre aussi la colère. On comprend que la tristesse est un processus au processus de deuil, parce qu'on peut repérer 5 grandes étapes. Au début de la tristesse, on va se retrouver face au déni. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ensuite, il va y avoir la négociation, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire changer la situation. Je donne un exemple, si on a perdu un stylo ou un foulard auquel on tenait vraiment beaucoup, c'est oh mon Dieu, mais aidez-moi à retrouver ce stylo, c'est pas vrai, quelle conne, enfin voilà. Après, il va y avoir une phase de colère. Ensuite, on va à proprement dire entrer dans cette phase de déprime. Qui est vraiment une phase de tristesse, pour ensuite terminer par la phase d'acceptation. Et en fait, c'est là qu'on traverse toute cette processus, on va pouvoir aller s'acheter une nouvelle écharpe, un nouveau stylo. En tous les cas, on se sera séparés, on aura fait le deuil et on pourra de nouveau aller dans la vie avec de nouvelles ressources. En tous les cas, quand on a perdu un être cher, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir le remplacer. Mais très souvent, on intègre les valeurs dont il était porteur, qui nous étaient tellement importantes. Donc, c'est hyper... Comment ? C'est comme une renaissance, en fait. C'est comme une... Oui, voilà, c'est ça. C'est mort renaissance. Hein, vraiment, la tristesse. Voilà. Derrière la peur, il y a un besoin de repère, un besoin de sécurité. Très souvent, lorsque on accueille la peur et qu'on écoute le message qu'elle nous délivre, on va être amené à libérer comme ressource notre intuition, notre guidance intérieure. Et puis la joie, derrière laquelle se trouve un besoin de partage. Quand on est en joie, on a envie de partager avec les autres. De ne pas vivre ce moment seul, quoi. Oui, voilà. Lorsqu'on a une super nouvelle à annoncer, je ne sais pas, moi, je me souviens la fois où ma première grossesse, j'apprenais que j'allais avoir un bébé, que j'étais enceinte, enfin, etc. J'avais envie de l'annoncer à tout le monde, les résultats du bac, enfin, les bonnes nouvelles, je viens d'avoir un boulot, enfin... Et en fait, quand on ne peut pas le partager, très souvent, ça génère de la frustration et là, ça peut générer de la tristesse. Enfin, donc voilà. Donc derrière chacune de nos émotions, il y a des ressources. Nos émotions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parce que ça, c'est vraiment fondamental, c'est que nos émotions viennent d'abord et avant tout nous parler de nos ressources. Elles nous permettent d'activer de nouvelles ressources et donc elles nous permettent de nous agrandir quelque part. Alors, quand on est enfant, elles nous permettent de grandir et de s'autonomiser et de pouvoir se séparer de papa-maman et de sortir de cette matrice parentale pour aller vers notre autonomie affective, psychologique et émotionnelle. Et lorsqu'on est adulte, elles nous permettent de nous agrandir de l'intérieur parce qu'on a toujours des ressources à développer puisque nos ressources sont infinies, puisque nous sommes puissants au-delà de toute limite. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Donc finalement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que l'émotion soit agréable ou désagréable à vivre, finalement, c'est toujours positif de la vivre et ça amène une transformation en fait. Et justement, en parlant d'émotions désagréables, j'aimerais un peu plus aborder la colère. Donc déjà, tu nous as un peu expliqué dans quel cas elle intervenait, notamment en transgression de territoire ou tu l'as bien expliqué. Et c'est une colère qui revient c'est une émotion qui revient souvent chez les parents. Elle est mal aimée. Alors, on ne l'accepte pas déjà chez nos enfants.
parce que ça nous déstabilise, parce que quand on était enfant nous-mêmes, on nous a souvent dit que c'était vilain d'être en colère. Donc, comment on peut, on va dire, sainement et sereinement accueillir cette émotion voilà, chez nos enfants, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas nos émotions, ce sont notre résistance. C'est intéressant, ouais. C'est-à-dire que plus on va résister, c'est-à-dire qu'on va venir, on va juger l'émotion. Et pourquoi est-ce qu'on va la juger? Parce que tout petit, on nous a appris que c'était mal. C'est mal d'être en colère. C'est ça, ouais. D'accord? Donc, on est du coup amené à confondre la colère avec la violence. Parce qu'en fait, plus on va résister à la colère, plus lorsque finalement elle va déborder, elle va sortir sous forme de violence. Et oui. Et progressivement et peu à peu, on va donc confondre violence et puissance. C'est-à-dire que derrière la colère, il y a un besoin d'affirmation de soi, d'affirmation de son territoire. Et que donc, du coup, ça, c'est notre puissance. Et que lorsqu'on réprime cette colère, du coup, elle va avoir tendance à se transformer en violence contre soi. On va du coup être amené à se soumettre, à se sacrifier, ou contre les autres, lorsqu'on sort la colère contre les autres. Et en fait, c'est vrai qu'enfant, on nous a condamnés, c'est-à-dire que pour donner des exemples, prête ta poupée à ta copine, non, je ne vais pas prêter ma poupée, oh, mais t'es qu'une sale égoïste, c'est méchant, c'est pas bien. Donc très vite, dès lors qu'on veut satisfaire nos besoins, enfant, on apprend que c'est méchant, que c'est égoïste, que c'est mal. Donc du coup, on va nous obliger à prêter notre jouet, ça va générer de la colère, et là, de nouveau, ça va être réprimandé, c'est méchant, c'est mal, enfin, donc on est jugé quoi qu'il en soit. Donc on va, comment dire, réprimer tout ça à l'intérieur de soi, et c'est ça qui nous fait souffrir. Donc, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? C'est que nos enfants sont de merveilleux réparateurs. Eux, en fait, ils ont envie de jouer. Et ils ont surtout besoin de se sentir en sécurité, ils ont envie d'avoir un parent en bonne santé. Donc, naturellement, ils vont venir nous titiller dans nos failles et ils vont venir réveiller notre enfant intérieur. Et donc, lorsque l'enfant se met naturellement en colère, ça va venir réveiller des blessures enfouies à l'intérieur de nous. Et si nous, on a bien réprimé cette colère à l'intérieur, la colère de notre enfant va venir réveiller cette colère. Et on va encore tenter d'aller réprimer cette colère en essayant d'agir sur l'enfant. C'est-à-dire plutôt d'aller accueillir notre enfant intérieur et notre blessure, on va essayer de faire taire notre enfant. On fait tout ça. En essayant de le faire taire, enfin, etc. Et ce faisant, on continue d'étouffer notre colère intérieure. Donc l'idée, c'est d'observer, c'est de repérer ce qui se passe en nous. C'est-à-dire, l'enfant est en colère pour une raison X ou Y. Ok, qu'est-ce que ça génère en moi? Qu'est-ce que ça me procure? Qu'est-ce que ça me fait éprouver? Et là, ça peut faire éprouver de la peur, ça peut faire éprouver de la colère, parce que, comment dire, on a peur de ressentir de la colère, ou on se sent coupable de ressentir de la colère. Tout à fait, tout à fait. Et la colère, elle ne va pas forcément surgir de suite. Où on va, comment dire, se sentir figé, anesthésié aussi. Hein. On a tous mis en place, du coup, des stratégies de survie et d'adaptation. Et tout ça, c'est régi par notre petite voix intérieure qu'on appelle le saboteur, et qui va venir tout de suite, ah mais c'est mal, c'est pas bien, et qui va nous faire faire qui va nous faire poser des actions qui sont souvent incohérentes et inadéquates face à la réalité de ce qui se passe. Et en général, plutôt que d'aller agir à l'intérieur, on va essayer d'aller agir à l'extérieur de nous. Oui, à l'extérieur. C'est le cercle vicieux, et c'est comme ça qu'on va rentrer dans les jeux de pouvoir et qu'on répète notre histoire. D'accord. En fait, la clé, c'est d'accepter l'introspection, de face à ce malaise qu'on ressent quand notre enfant est en colère, par exemple, c'est d'arriver à prendre ce recul et s'introspecter, se poser les bonnes questions et
lâcher prise, en fait, pour accepter notre propre colère et pour un peu se reconnecter, quoi. Face à la colère d'un enfant, il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est où effectivement, ça va venir tout de suite réveiller une blessure en nous et on va être dans la réaction. Ouais. Et donc là, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Qu'est-ce que ça me fait éprouver? Et puis l'autre chose à faire, c'est que lorsqu'un enfant exprime une émotion, c'est nommer cette émotion. Ah, tu es en colère. Parce que dès lors qu'on va permettre à l'enfant d'identifier ce qui se passe en lui, ça va l'apaiser déjà. Ouais. Donc, il va se sentir accueilli et reconnu dans ce qu'il ressent. Oui, je suis en colère. Et peut-être après voir ce qui le met en colère. Mais en tous les cas, ah, tu es en colère. Et après, repérer qu'effectivement, sa colère vient réveiller ma colère. Et après, ne pas confondre les colères. C'est-à-dire que lorsque la colère de l'enfant vient réveiller notre propre colère ou nos propres émotions de souffrance, souvent notre réaction, nos actions en lien avec une réaction, une résistance émotionnelle, vont être plus en lien avec notre besoin à nous qu'avec le besoin de l'enfant. Si l'enfant est en colère, c'est qu'il a besoin quelque part de s'affirmer sur son pouvoir. Or, notre réaction, quand on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, va être en lien avec un besoin d'étouffer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on ne va pas être à l'écoute de l'enfant, là. On va être juste dans l'urgence d'aller, éteindre le feu qui est à l'intérieur. Ouais, j'aime bien cette idée. Observer quel est le besoin, et de moi en tant que mère, et de mon enfant en tant qu'enfant. Ouais. D'accord. Donc, c'est complexe, ça demande tout un travail de rééducation pour être vraiment, dans la cohérence en fait, être au plus juste des besoins qui ont besoin d'être satisfaits dans la situation. Oui, c'est bien, mais en t'écoutant déjà, ça permet une prise de conscience et je pense que c'est le premier pas pour après travailler sur soi, c'est déjà que tu peux faire prendre conscience de ça, que quand l'enfant est en colère, nous, ça vient à l'encontre de notre besoin de pas avoir la colère. Et donc, déjà, voilà, prendre ça en compte, après, ça permet d'amorcer un travail, je trouve, sur soi. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est déjà pouvoir observer les processus qui sont à l'œuvre. Et c'est hyper important de pouvoir repérer et de dissocier les états, dans quel état moi je suis, dans quel état se trouve mon enfant. Parce qu'en fait, l'enfant, il a besoin de se séparer émotionnellement. Si on ne fait pas ce travail de conscience, du coup, l'enfant va être collé aux émotions du parent. Et il va progressivement comprendre que pour éviter que maman ressente de la colère, je vais devoir me soumettre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on des schémas, des scénarios de soumission, rébellion, des jeux de pouvoir, et que l'enfant, du coup, va rester collé aux émotions de ses parents. Donc, c'est hyper important de pouvoir faire ce travail de conscience et de discernement entre l'état émotionnel et les états émotionnels de mettre des mots dessus. Voilà, donc l'enfant est en colère, tu es en colère. Et peut-être potentiellement lui préciser, ta colère réveille chez moi de la peur. Oh, ça me fait peur que tu sois en colère. Mais au moins, l'enfant, il comprend. Je veux dire, on n'est pas parfait, on a des blessures et c'est parce qu'on est en capacité de les reconnaître que du coup, l'enfant va apprendre aussi à reconnaître ses fragilités, ses limites, etc. Donc, c'est un service à rendre à l'enfant que de pouvoir accueillir et accepter nos propres limites, nos propres failles, nos propres blessures. Et ça évite la confusion. Sinon, sinon, quelque part, on ne coupe pas le cordon. C'est-à-dire qu'on va maintenir l'enfant dans des émotionnels confusionnels, on ne pourra plus discerner à qui appartient l'émotion. Oui.
hyper important de pouvoir discerner ça pour que l'enfant puisse se séparer, s'autonomiser et devenir un être différent, créatif et aligné avec sa propre source. D'accord. Eh ben, plein d'informations précieuses là, que tu nous délivres. Donc, je voulais aborder, mais en fait, on a déjà un peu parlé, tout s'imbrique, de la culpabilité maternelle qui souvent, par exemple, justement, on s'est mise en colère, mais excessivement, on a une réaction excessive contre son enfant, et après, on culpabilise, et voilà. Et du coup, ça peut comme ça peut s'enchaîner dans une journée où on se retrouve à la fin avec un gros paquet émotionnel de grosse culpabilité. Et comment faire face à ça un peu En fait, si tu veux que ce soit pour la culpabilité ou que ce soit pour n'importe quelle émotion, il s'agit vraiment d'apprendre à accueillir cette émotion. La première chose à mettre en place, c'est la posture de l'observateur. C'est-à-dire que observer que quelque chose en moi ou une part de moi se sent coupable. Et donc, du coup, c'est parce que ce n'est pas moi tout entière qui me sens coupable. C'est possiblement une part, juste une part de moi. Donc, du coup, on se désidentifie de l'émotion. En se désidentifiant de l'émotion, on peut entrer en relation avec. D'accord? Pour ensuite pouvoir lui dire, ok, il y a une part de moi qui se sent coupable. On va aller lui dire bonjour à cette part. Parce que derrière cette part qui se sent coupable, forcément, il y a des blessures. Et il y a peut-être d'autres émotions qui sont latentes et qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il y a la culpabilité qui est là. La culpabilité, elle vient, en tant que parent, parce que c'est ou d'être un mauvais père. Et donc, du coup, il y a une part de soi, il y a une part de nous-mêmes qui a peur d'être une mauvaise mère. Et cette part-là, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être accueillie, elle a besoin d'être reconnue. Parce que, quelque part, elle détient tout un tas de ressources et de potentiel en elle. Et dès lors qu'elle est accueillie, du coup, elle va pouvoir libérer ce potentiel. La mauvaise mère en nous, c'est une part qui nous paraît inacceptable. Donc on va avoir tendance à la réprimer. Et dès lors que cette part, elle est comment dire, elle est réveillée, on va se sentir coupable. Je donne un exemple. Mon enfant a fait une bêtise. J'ai une réaction. Et dans l'après-coup, je trouve cette réaction complètement débile, mais bon, c'est fait. Donc, je vais culpabiliser. Et donc, je culpabilise. Pourquoi? Parce que, quelque part, je me suis sentie une mauvaise mère. Voilà. Et que pour moi, c'est inacceptable d'être une mauvaise mère. Ouais. En fait, la mauvaise mère, c'est moi qui suis venue mettre une étiquette là-dessus, mais c'est une fragilité que j'ai eue à un moment donné, où je n'ai pas forcément été cohérente, opérationnelle. Et c'est ok, ça arrive, les erreurs. Hein. Toujours revenir sur une erreur, il suffit de mettre des mots, il suffit de revenir vers l'enfant en disant, bon, écoute, je suis désolée, j'ai réagi rapidement. En fait, je me rends compte que c'est venu toucher, que ton action, ce que tu as dit ou ce que tu as fait, c'est venu réveiller peut-être une blessure. Et enfin, ça se met en mots. Hein, et plus on va nommer les choses, plus on va être dans ce processus de conscience et nommer les choses, et plus en fait ça donne des repères à l'enfant. Nous sommes des êtres faillibles et nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Donc voilà, donc en tous les cas, pour en revenir à cette histoire de culpabilité, la culpabilité souvent arrive parce qu'il y a une part de nous qui s'est réveillée et qu'on va avoir tendance à vouloir réprimer. Et parce qu'il ne faut surtout pas se sentir faible, il ne faut surtout pas être une mauvaise mère, il ne faut surtout pas toutes les étiquettes qu'on a tendance à se coller. Donc,
la première étape, c'est pouvoir observer qu'il y a une part de soi qui se sent coupable. Et c'est OK, en fait. Accepter une émotion, accueillir une émotion, c'est vraiment accepter de la ressentir dans son corps. Arrêter de lutter, quoi. Arrêter de laisser se traverser par les ressentis, en fait, de provoquer par l'émotion. Ouais. Ce qui est bien dans le langage français, c'est que dans le mot coupable, dans le mot culpabilité, il y a le mot coupable, le mot coupé. Et en général, lorsque je me sens coupable, c'est que je suis coupée de ma source d'amour. Donc, je ne me sens pas aimable. Je pense que je ne mérite pas d'être aimée. Ouais, ça, c'est vraiment une belle image. Ouais. Donc, du coup, je vais avoir tendance à me flageller. Je me sens coupable, je ne mérite pas d'être aimée, donc je vais réprimer la part de moi qui a été défaillante, hein, la mauvaise mère. C'est ça. Donc, il faut plutôt s'aimer, quoi. Il faut plutôt à ce moment-là s'envoyer de l'amour. C'est même pas s'envoyer de l'amour, parce que je veux dire, quelque part, alors ça va nous faire rentrer dans quelque chose de beaucoup plus grand, c'est que en tant qu'être humain, nous, le seul amour qu'on a connu, c'est l'amour conditionnel et conditionné. Donc, en fait, c'est ce qu'on va avoir tendance à répéter avec nos enfants et avec nous-mêmes. Oui. Qu'on va être dans l'accueil de nos émotions, je dirais qu'on va laisser faire la vie aussi. C'est pour découvrir ce qu'est véritablement l'amour, c'est se laisser aimer par la vie, c'est se laisser aimer par l'amour en personne. L'essence de la vie, quelque part. Hein. Mais dès lors que je vais dans l'accueil d'une émotion, dans l'accueil d'une part de moi, en fait, je renonce au contrôle et à vouloir gérer des objectifs. C'est-à-dire que si j'accepte totalement et inconditionnellement de me sentir coupable, il va y avoir une ressource qui va se libérer, mais on ne sait jamais quelle est la ressource, quelle va être la réponse, l'action qui va arriver. C'est un peu l'inconnu, c'est un saut dans l'inconnu. Donc, ça demande un grand lâcher-prise. Ça va demander donc déjà confiance en la vie, quoi. La confiance en la vie. Ouais. Et puis, tout souvent, c'est qu'en tant que mère, on a souvent tendance à vouloir effectivement être la meilleure mère possible et à être dans le contrôle de tout, mais on oublie souvent de faire confiance à nos enfants. Parce qu'en fait, ce qui les fait grandir aussi, c'est qu'ils aillent, eux, plonger dans leurs propres ressources. Et là, à un moment donné, face à des situations, on peut aussi pouvoir se dire, là, je ne sais pas. Oui. Et l'enfant, du coup, lui, a peut-être ses propres solutions. Oui, lui faire confiance aussi, quoi. Oui. Confiance à notre enfant, et lâcher notre besoin de perfectionnisme. Ouais. Et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours en revenir à soi. Qu'est-ce que ça me fait éprouver? Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle est la part de moi qui a besoin d'être vue, d'être accueillie? Quel espace a besoin d'être ouvert? Ok. Voilà, alors je voulais terminer par, ça serait plutôt peut-être un condensé de ce que tu as déjà abordé, c'est selon toi, comment en fait accompagner avec bienveillance nos enfants pour qu'ils apprennent à accueillir correctement leurs émotions, mais ça peut un peu recouper ce que tu as dit face à leur colère. Et en fait, mon idée, c'est que l'idée que la génération à venir acquiert vraiment une vraie intelligence émotionnelle. Et je pense que nous, les mamans, mais les parents, de manière générale, on a un vrai rôle à jouer pour ça. Par rapport aux générations précédentes où on sent que l'intelligence émotionnelle, c'est pas ça, quoi. Alors, la meilleure façon d'accompagner un enfant, d'éduquer un enfant vers cette intelligence émotionnelle, c'est de le faire pour soi-même. Parce que sinon, ça consisterait à dire « fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais ». Ça c'est essentiel, c'est vrai. Ouais. Savoir, c'est que l'enfant apprend par mimique. C'est-à-dire que si vous expliquez des choses, c'est bien joli d'expliquer des choses, mais que vous n'êtes pas cohérent avec vous-même et que vous ne faites pas ce que vous préconisez, l'enfant, il va entendre quelque chose
Et dans les actes, il va voir autre chose. Donc, en fait, ça va juste avoir l'effet de le mettre dans la confusion. En sachant que, de toute façon, ce qui va s'imprimer en lui, ce sont les actes. Donc, en fait, dès lors qu'on va commencer à agir en coopération avec toutes les parts qui sont en nous, c'est-à-dire être vraiment dans l'accueil des différentes parts de nous qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous et qui sont exprimées souvent par des émotions. Hein. Donc, dès lors que nous-mêmes, on va être dans l'accueil de nos émotions, on va donc montrer à notre enfant comment il faut faire. Et c'est comme ça que l'enfant va apprendre. Dès lors que je vais apprendre à exprimer et à nommer mes propres émotions, eh ben, naturellement, l'enfant, il va faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on va éduquer nos enfants, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça va passer par notre propre rééducation. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas partie de ça. Et que du coup, nos enfants sont... Enfin, le fait de devenir parent, c'est une superbe opportunité pour apprendre à le faire. Mais dès lors qu'on va le mettre en pratique pour nous-mêmes, et ben, du coup, naturellement, l'enfant va apprendre à le faire. C'est passionnant en fait, parce qu'on part du principe que l'enfant voilà, et en fait, ce qui est magique, c'est que du coup, nous, on s'améliore et on devient une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, en éduquant notre enfant, finalement, on grandit nous-mêmes, quoi. En fait, il s'agit quelque part, on devrait presque renoncer à éduquer nos enfants. C'est éduquons-nous nous-mêmes et naturellement, nos enfants vont nous prendre comme modèle. Hein. Pouvoir éduquer son enfant, finalement, souvent, le résultat, ça peut être on va l'enfermer, on va le surprotéger, on va le couper de ses propres ressources, on va le formater, c'est occupons-nous de notre propre éducation et la vie se charge du reste. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se compliquer les choses, mais c'est vrai qu'entre parents et enfants, parfois on peut toujours se poser la question lequel des deux fait grandir l'autre. Je crois que c'est vraiment... Ouais, c'est vrai. Moi, je vois bien comment mes enfants m'ont permis de grandir et de m'agrandir. Et de la même façon que je leur ai aussi servi de repère et de tuteur sur lesquels ils ont pu s'appuyer pour grandir eux aussi. Mais c'est un enrichissement mutuel. Et je le dis et je le répète, c'est aussi faire confiance à l'enfant. Ça, c'est hyper important parce que l'enfant, il a besoin de développer ses propres ressources. C'est toujours vraiment ce juste milieu entre l'enfant a besoin de sécurité intérieure, et donc la sécurité intérieure, elle se construit parce que justement, l'enfant va pouvoir élaborer, tisser à l'intérieur de lui la confiance en lui. Et comment ça s'élabore, la confiance en soi? Eh bien, en allant dans des expériences de vie, c'est-à-dire en ouvrant, en donnant la permission à l'enfant d'aller dans des expériences de vie, de sortir de ce zone de confort. Voilà. Si il y a des peurs qui sont réveillées, eh ben, allons assumer et accueillir nos propres peurs, mais ne les faisons pas porter à nos enfants. Et donc, moi, je prends la responsabilité des émotions et du coup, je laisse à l'enfant un espace suffisant de liberté pour qu'il puisse faire ses propres expériences, qu'il puisse élaborer la confiance en lui et développer et libérer ses ressources pour qu'il puisse continuer à aller dans le monde. Oui. Et voilà. C'est super tout ça. On arrive maintenant, Marie, au terme de cet entretien. Et je tiens à te remercier chaleureusement pour cet échange vraiment enrichissant, toutes ces informations pleines de sagesse et de bon sens que tu nous as transmises. Et voilà, j'aimerais ajouter que tu as un site internet qui est très intéressant et dont je recommande vraiment la visite pour en savoir un peu plus sur ton parcours et les prestations que tu proposes aussi. Tu proposes des prestations en ligne notamment.
Et donc, mon site, c'est La vie nous aime en tout attaché.com. Voilà, c'est un très beau nom, alors lavienousaime.com. Voilà, donc j'ai un site internet et puis j'ai aussi une web TV, puisque je propose un tas de vidéos sur YouTube qui s'appelle Vivre en amour avec la vie. Mais bon, on trouve les coordonnées aussi sur mon site. Sur le site. D'accord. Voilà, Très bien. Je te remercie, Karen. Avec plaisir. Et donc, voilà, nous aurons la chance de te voir et de t'entendre sur le site lebienêtre-des-mamans.com. À bientôt, Marie. À bientôt, Karen. Merci pour ce moment. Au revoir. Au revoir.